Il arriva avec des roses pour célébrer leur anniversaire. L'employé de maison le retint dans le couloir. « Monsieur, ne montez pas encore. » Ce qu'elle savait allait changer tout ce qu'il croyait et révéler une vérité de sang impossible. La main de Lucie Fournier se referma autour de mon poignet avec une force que je n'aurais jamais imaginée chez une femme comme elle. Les doigts, burinés par des années à récurer les sols d'autrui, m'arrêtèrent net au pied de l'escalier de marbre. Je tenais le bouquet de roses le plus cher que j'ai jamais acheté de ma vie. Des pétales blancs et roses enveloppés dans du papier de soie, parfumés, prêts à célébrer notre anniversaire. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'aucun bouquet au monde ne pouvait réparer. « Monsieur, ne montez pas encore. Pour l'amour du ciel, ne montez pas tout de suite. » Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle résonna comme une alarme dans ma poitrine. Lucie ne m'avait jamais touché. Pendant tout le temps qu'elle travaillait chez moi, elle n'avait jamais levé les yeux quand je passais. Elle servait le café la tête baissée, nettoyait les meubles sans faire de bruit. Elle sortait de la cuisine dès que j'entrais. C'était l'ombre parfaite, l'employée parfaite. Cette femme que mon épouse avait engagée par l'intermédiaire d'une agence et que, je dois l'avouer, je remarquais à peine. Et maintenant, elle me tenait le poignet comme si j'étais un enfant sur le point de traverser la rue devant un camion fou. « Que se passe-t-il, Lucie ? Lâchez-moi, Catherine m'attend en haut. Mon nom est Édouard Dubois. Je suis un industriel, fils unique, héritier d'une manufacture textile que mon père a bâtie de rien avant de mourir. Je suis, ou j'étais, l'homme le plus chanceux que je connaissais. Une entreprise prospère, un meilleur ami de toujours, une épouse magnifique qui m'attendait chaque soir. Et cet après-midi-là, quelques heures avant notre dîner d'anniversaire, j'ai décidé de quitter le bureau plus tôt pour lui faire une surprise. Laissez-moi vous raconter comment une femme qui nettoyait mes sols a arrêté ma vie avec une seule phrase et pourquoi je n'ai plus jamais été le même. Ce matin-là, je m'étais réveillé tôt, l'odeur de son parfum encore sur l'oreiller. Je l'ai regardé dormir et j'ai pensé « Cet homme est un homme chanceux ». Catherine ressemblait à un portrait. Je suis descendu à la cuisine et j'ai trouvé Lucie préparant le petit déjeuner. Comme toujours, elle s'est écartée, les mains croisées sur son tablier, sans me regarder. Je lui ai dit bonjour. Elle a répondu d'une voix ténue. Je me souviens avoir pensé un instant quelle histoire pouvait bien avoir cette femme silencieuse. Mais je ne me suis pas attardé. J'ai pris mon café, lu le journal et suis parti travailler. En milieu d'après-midi, dans la salle de réunion des textiles Dubois, associé, mon meilleur ami et associé minoritaire, Mathieu Lefebvre, a proposé d'annuler la dernière réunion de la journée. « Mon cher », me dit-il avec ce sourire qu'il avait depuis l'université, « c'est ton anniversaire aujourd'hui. Rentre tôt, achète quelque chose de joli à Catherine. Je m'occupe de tout ici. » Je l'ai étreint. Je l'ai étreint avec la confiance de celui qui embrasse un frère que le sang a oublié de lui donner. Mathieu avait toujours été ainsi, l'ami qui apparaissait quand on en avait le plus besoin, celui qui était là à l'enterrement de mon père, celui qui m'avait présenté Catherine il y a tant d'années à cette exposition d'art, celui qui s'était assis à mes côtés le jour où j'ai signé les papiers de l'entreprise, quand je tremblais comme une feuille. « Merci, mon ami. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ferais la même chose pour moi, » répondit-il. « Vas-y, ne la fais pas attendre. » Je suis passé par la fleuriste, la roseraie, la dame au comptoir, une femme âgée avec des lunettes sur le bout du nez, a souri en me voyant entrer. « Monsieur Édouard, le bouquet habituel ? Aujourd'hui, je veux le plus grand que vous ayez. Barry. » Je suis reparti de là en portant un bouquet que j'arrivais à peine à étreindre. J'ai conduit jusqu'à la maison, la radio allumée, avec cette sensation niaise et heureuse de celui qui va voir pleurer de joie la personne qu'il aime. J'ai répété des mots à voix haute dans la voiture. Catherine, mon amour, 8 ans d'anniversaire et 1000 autres à venir. J'ai souri seul. J'ai souri comme un idiot. Quand je suis entré dans la maison, la première chose que j'ai remarquée fut le silence. La deuxième fut que Lucie était debout au pied de l'escalier, tenant à 2 mains son chiffon de nettoyage, les jointures blanches, immobile, comme si elle m'attendait depuis un bon moment. « Monsieur », dit-elle à peine elle me vit, « vous êtes rentré très tôt aujourd'hui. » Oui, je voulais la surprendre. Elle est en haut. Et puis elle a fait quelque chose qui a renversé tous les protocoles invisibles régissant la vie entre le maître et le personnel. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sans hésitation. « Monsieur, ne montez pas encore. » J'ai ri. J'ai ri comme un sot parce que je pensais que c'était une blague ou que mon épouse avait préparé une surprise et que la pauvre femme était embarrassée de la trahir. « Lucie, s'il vous plaît, je sais déjà qu'elle complote quelque chose. Lâchez-moi, femme. J'ai voulu passer. » C'est là qu'elle m'a pris le poignet et nous voilà tous les deux, elle tremblante, moi confus, les roses s'inclinant dangereusement dans mon autre bras. « Monsieur, écoutez un instant. Je ne veux pas que vous montiez ainsi. Non, ainsi. De quoi parlez-vous » Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'était pas un cri bruyant, c'était ce sanglot silencieux des femmes qui pleurent en elles-mêmes toute une vie
et qui ne savent plus le faire autrement. Cela fait des semaines que je voulais vous dire quelque chose, monsieur, mais une femme comme moi n'est personne dans cette maison. Qui m'aurait cru? J'ai pensé à partir, à démissionner et à disparaître. Mais aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas laissé dormir depuis le déjeuner. Et quand je vous ai vu entrer avec ces fleurs, j'ai su que Dieu me demandait d'ouvrir la bouche, même si cela me coûtait mon travail, même si cela me coûtait plus que mon travail. Lucie, lâchez-moi! Mais elle ne m'a pas lâché. Et à cet instant, du deuxième étage, un son est parvenu. Un rire de femme. Le rire le plus connu du monde pour moi. Le rire de Catherine. Un rire que j'avais entendu pendant notre lune de miel, à chaque anniversaire, à chaque dîner de Noël. Un rire que je reconnaîtrais entre mille, mais il n'était pas seul. Il y avait une autre voix à côté de la sienne, une voix masculine, basse, amusée, complice, une voix qui lui répondait quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Et puis un autre éclat de rire des deux, mêlé, intime. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Je me suis dégagé de la prise de Lucie, non pas pour monter, mais parce que mes genoux se sont dérobés. Le bouquet a penché. Une rose est tombée sur le marbre, avec un son ridiculement délicat. Non, 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 ai-je murmuré. Ce n'est pas ce que ça semble être. Être-ce une visite? Être-ce la télévision? Monsieur, la voix de Lucie était brisée. Ils sont là toute l'après-midi. Je les ai entendus quand je suis monté ranger le linge propre. La télévision, Lucie. Dites-moi, qu'est-ce que c'est la télévision? Elle a secoué la tête. Lentement. J'ai monté 2 marches. 3. Mes chaussures pesaient comme si elles étaient en fer. Et puis, avant de pouvoir faire le 4e pas, j'ai entendu quelque chose qu'on ne peut ni confondre, ni inventer, ni expliquer autrement. J'ai entendu Catherine prononcer un nom dit avec cette intonation que les épouses n'utilisent que pour leur mari dans l'intimité, mais ce n'était pas mon nom. Mathieu, dépêche-toi avant qu'il ne revienne. L'amour est aveugle, dit-on, mais la trahison a une voix, et cet après-midi-là, la voix qui me laissa sans voix, je la connaissais mieux que la mienne. Les roses me sont tombées des mains. Tous les pétales blancs et roses ont roulé sur les marches de marbre, comme si c'étaient les pages arrachées d'un album de mariage. Le papier de soie s'est déchiré, le nœud s'est défait, et moi, debout là, dans la maison que j'avais construite avec tant d'amour, j'ai senti 8 ans s'écrouler à mes pieds en quelques secondes. J'ai voulu crier, j'ai voulu monter en courant et défoncer la porte. J'ai voulu faire ce que tout homme trahi ferait, mais la main de Lucie est revenue me saisir. Cette fois, elle ne m'a pas attrapé le poignet. Cette fois, elle m'a tenu par le bras entier, comme une mère tient un enfant qui est sur le point de faire une folie. Monsieur, écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous montez maintenant, tout s'arrête ici. Et tout ce que je sais, tout ce que j'ai gardé pour vous, sera perdu. Quelque chose dans son ton m'a arrêté, quelque chose dans la manière dont elle a dit « tout ce que je sais », comme si elle portait un secret trop lourd pour ses épaules. Je l'ai regardée et pour la première fois, je l'ai regardée vraiment, non pas comme l'employé qui nettoyait ma maison. Je l'ai regardée comme une femme, et j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai vu une fatigue ancienne, j'ai vu de l'intelligence, j'ai vu une vieille peine qu'aucun uniforme ne pouvait cacher. Que savez-vous, Lucie? Ses yeux ont parcouru l'escalier, les roses tombées, les murs avec les tableaux que ma mère avait choisis avant de mourir. Puis, ils sont revenus à moi. Je sais que ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas le pire. Je sais que ce qui se passe en haut n'est qu'un petit mensonge au sein d'un mensonge beaucoup plus grand. Je sais des choses, monsieur, que je découvre depuis le premier jour où je suis entré ici. Des choses sur votre épouse, des choses sur monsieur Mathieu, et des choses. Sa voix s'est brisée. Des choses sur vous que vous-même ne savez pas. Sur moi, sur qui je suis vraiment, j'ai senti l'air se couper. Mon propre corps a cessé de me répondre. Lucie, cessez de parler en énigme. De quoi parlez-vous? Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a levé les yeux au plafond comme si elle demandait la permission au ciel, et elle a dit, de la voix la plus basse mais la plus ferme que j'ai jamais entendue de ma vie. Monsieur, je suis entré travailler dans cette maison pour une seule raison, et ce n'était pas l'argent, c'était pour me rapprocher de vous, parce que je sais qui était votre père, je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il a gardé en silence toute sa vie, et je sais aussi, sa voix s'est brisée de nouveau, mais cette fois non pas de peur, mais d'une douleur ancienne. Je sais aussi ce qu'il a laissé en suspens avec ma famille il y a de très nombreuses années, quelque chose que personne dans cette maison ne peut encore savoir. Les rires ont continué en haut, lointains, innocents pour les oreilles de quiconque, dévastateurs pour les miennes, mais je ne les écoutais plus. Les mots de cette humble femme, cet employé que je n'avais jamais regardé dans les yeux, venaient de faire trembler tout le sol sous ma vie entière. Ce n'était pas la trahison de mon épouse qui m'avait brisé, ni même celle de mon frère de cœur. C'était de découvrir que cette femme de service savait des choses sur ma propre famille que je n'avais jamais soupçonnées. « Lucie, lui ai-je dit, la gorge sèche, descendez avec moi à la cuisine maintenant. » Et tandis que nous descendions tous les deux cet escalier couvert de pétales de roses,
Tandis que les rires continuaient de résonner en haut comme un couteau entrant lentement dans ma poitrine, j'ai compris que la véritable histoire de ma vie ne faisait que commencer cet après-midi-là et que la femme que j'avais méprisée pendant des mois, sans m'en rendre compte, était la seule personne au monde prête à me sauver. Nous descendîmes cet escalier dans le silence le plus lourd que j'ai jamais ressenti de ma vie. Chaque pétale écrasé sous nos chaussures sonnait comme un reproche. Lucie marchait devant moi sans se retourner, avec une étrange sérénité, comme si elle avait répété ce moment pendant des mois. Peut-être l'avait-elle fait. La cuisine de ma maison a toujours été mon endroit préféré. Ma mère l'avait conçue avant de tomber malade avec une longue table en bois massif où, selon elle, aucun problème ne restait sans solution si l'on s'asseyait à table. Ma mère croyait à ces choses. Aujourd'hui, je comprenais pourquoi. « Asseyez-vous, monsieur. » C'était étrange. L'employé me proposait de m'asseoir dans ma propre cuisine, et le plus étrange fut que j'obéis. Lucie ferma la porte à clé. Cela me fit sursauter. Je vis ses vieilles mains, marquées par des années à récurer les sols d'autrui, tourner la clé avec une précision militaire. Puis elle alla jusqu'à l'armoire à épices, cette armoire où je n'étais jamais entré. Et derrière les bocaux de poivre et d'origan, elle sortit quelque chose enveloppé dans une serviette en tissu. « Monsieur, j'ai gardé ceci depuis le jour où je suis entré ici. » Elle déplia la serviette. Sur le bois de la table tombèrent un petit téléphone portable ancien, un cahier à la couverture usée et 2 enveloppes jaunies attachées avec un cordon. Mon cœur commença à battre comme s'il voulait sortir de ma poitrine. « Lucie, avant toute chose, dites-moi pourquoi vous faites cela. Qui êtes-vous vraiment ?» Elle me regarda. Il y a des regards qui pèsent plus que les mots. Le sien pesait tant que je dus détourner les yeux. « Je vais vous répondre, monsieur. Mais d'abord, je veux que vous écoutiez de vos propres oreilles ce que j'ai entendu. Si après avoir écouté, vous voulez encore monter cet escalier et les affronter, je le comprendrai. Mais au moins, allez-y armé de la vérité. Un demi-mensonge gagne toujours. Une vérité complète. Non. » Elle prit le portable, l'alluma avec des doigts qui ne tremblaient pas, appuya sur quelques touches et soudain la voix de mon épouse remplit la cuisine. « Tranquille, mon amour. Édouard ne se doute de rien. Cet homme vit dans son monde. Il signe à son meilleur ami n'importe quel papier sans le lire. Il ne croit pas que la vie est juste. » Le rire de Catherine, ce rire complice, bas, félin, un rire que je lui avais entendu 1000 fois, et qui maintenant, écouté sur cet enregistrement, me retournait l'estomac. Puis la voix de Mathieu. Le dernier contrat, il l'a signé comme un agneau. Il n'a même pas levé les yeux. Le virement est déjà camouflé en achat de machines. Au moment où il s'en rendra compte, il sera sans entreprise, sans maison, sans rien. « Et l'héritage, mon amour ?» demanda Catherine. « Quand cette affaire sera-t-elle terminée? Tu sais que je l'ai épousée en pensant que ce serait rapide. Patience, mon ange. 8 ans, ce n'est rien, et nous allons tout garder. Et en plus, pour moi, ce n'est pas seulement l'argent. Tu sais ce que je traîne avec cette famille, ce que le vieux a fait à ma mère, ce qu'il m'a volé. J'ai senti la cuisine tourner, mais il me manque quand même un petit peu, dit-elle en riant. Il est si naïf, si bête. Bientôt, tu pourras m'appeler du nom que tu voudras devant tout le monde. Ça ne saurait tarder, ma vie. » Lucie appuya sur une touche. L'enregistrement s'arrêta. Le silence qui suivit était si lourd que j'entendis mon propre cœur battre dans ma chemise. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté la chaise. Curieusement, je suis resté très immobile. Il y a des coups qui font tellement mal que le corps s'anesthésie tout seul, comme s'il savait que s'il réagissait, il se briserait entièrement. « Je les écoute depuis plusieurs semaines, monsieur, » dit Lucie. « Chaque fois qu'il vient, je fais semblant de nettoyer les salles de bain du 2e étage. Cette porte qu'il croit fermée a un petit trou près de la charnière. C'est par là que j'ai enregistré. Mathieu est mon meilleur ami. C'est comme mon frère. Il connaissait mon père. Il était à mes côtés quand j'ai enterré ma mère. Il est le parrain du baptême que Catherine n'a jamais eu parce que nous n'avons jamais pu avoir d'enfant. Je sais, monsieur, c'est pourquoi je ne vous ai pas parlé avant, parce que je savais que vous ne me croiriez pas. Qui aurait cru une employée contre le meilleur ami et l'épouse? J'avais besoin de preuves. Et les voici. » Elle prit les enveloppes, les ouvrit. C'étaient des photocopies, des documents, certains tachés, comme si elle les avait lus 100 fois, des relevés bancaires avec des cachets d'investissement Soleil, une entreprise que je ne connaissais que de nom, car c'était l'une des associées commerciales que Mathieu avait ajoutées ces dernières années pour diversifier les risques. « Cette entreprise, monsieur, » dit Lucie en montrant du doigt, « est celle qui reçoit les virements que votre signature autorise depuis les textiles du bois. Les montants ne sont pas petits, et les signataires d'investissement Soleil sont 3. Mathieu Lefebvre, votre épouse Catherine Lemaire et un 3e nom qui ne se comprend pas très bien ici, mais qui semble être celui d'un cousin de monsieur Mathieu. Comment avez-vous obtenu ces papiers ?» Lucie baissa les yeux. Pour la première fois, on sentit sa honte. « Votre épouse est négligente avec son bureau d'études. Elle croit que personne du personnel ne sait lire les documents financiers. Moi, j'ai appris à les lire il y a longtemps.
Dans une autre vie que j'ai eue avant celle-ci, avant de me retrouver seul avec un petit-fils dans les bras et de devoir nettoyer des maisons pour survivre. Il y eut un silence. J'ai voulu lui en demander plus sur cette autre vie, mais quelque chose me disait que cette partie de l'histoire était profonde et que l'ouvrir à cet instant serait ouvrir une blessure trop grande pour un seul après-midi. Il y a plus, monsieur. Le pire n'est pas encore arrivé. J'ai ri. Un rire brisé, sans humour. Comment pourrait-il y avoir quelque chose de pire que cela? Lucie me regarda et dit quelque chose qui s'est gravé dans ma mémoire, comme une épingle sur une carte. Les papiers volent l'argent, monsieur, mais le cœur vole les destins. Elle sortit la deuxième enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos, de vieilles photos, des photos sur papier d'avant. Elle les étala sur la table avec le calme de celle qui arrange des cartes de tarot qu'elle connaît par cœur. Cette photo, je l'ai trouvée derrière le grand tableau du bureau. Elle était collée avec du ruban adhésif au dos du bois, cachée. Votre épouse ne sait pas qu'elle existe. Je l'ai prise, les mains tremblantes. C'était une photo en noir et blanc, tachée par le temps. Apparaissait un homme âgé, élégant, assis sur un banc dans un parc. À ses côtés, une jeune femme qui souriait tandis qu'il lui prenait la main. Derrière, il y avait un arbre énorme, de ceux anciens, plein de racines. Le visage de l'homme, je le connaissais parfaitement. C'était mon père. Cette jeune femme, dit Lucie et ses yeux s'humidifièrent, c'était ma sœur aînée. J'ai senti que le sang se gelait en moi. Votre sœur? Oui, monsieur. Ma sœur Marianne Fournier est morte il y a de très nombreuses années. Elle est morte jeune, seule, sans que personne ne sache pourquoi. Et moi, pendant toute ma vie, j'ai cherché à comprendre ce qui lui était arrivé. Jusqu'au jour où, en ouvrant de vieux tiroirs chez moi, j'ai trouvé une boîte avec des lettres signées de l'initiale R, des lettres d'amour. Des lettres d'un homme marié qui promettait à ma sœur de tout arranger, de parler à son épouse, de prendre soin d'elle. Des lettres qui se sont interrompues juste au pire moment. J'ai fermé les yeux. Le prénom de mon père était Raymond. Lucie, vous êtes en train de me dire que mon père... Je suis en train de vous dire que votre père a aimé ma sœur. Oui, et que quand elle lui a demandé de l'aide au pire moment de sa vie, il a eu peur de son épouse, peur du scandale, peur de son entreprise, et l'a laissée seule. Ma sœur est morte en attendant une réponse qui n'est jamais venue, et toute ma famille s'est effondrée derrière. Ma mère n'a plus jamais souri. Mon père a cessé de travailler et moi, qui n'étais qu'une toute jeune femme, j'ai juré devant le cercueil de ma sœur qu'un jour je saurais exactement qui était cet homme. Elle leva les yeux, et ses yeux étaient deux braises tristes. J'ai mis toute ma vie, monsieur, mais je l'ai trouvé. Quand j'ai vu la nouvelle dans le journal que monsieur Raymond Dubois était mort, j'ai su que c'était lui. Et quand j'ai lu la note, j'ai su qu'il avait un fils. Vous. Mais alors, j'ai dégluti avec difficulté. Vous êtes venu dans cette maison pour vous venger de moi? Lucie a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Elle a pris mes mains sur la table, les a serrées avec ses doigts burinés, et pour la première fois je l'ai vue sourire. Un sourire triste, ancien, généreux. Non, monsieur, je suis venu vous connaître, pour comprendre quel genre d'homme était le fils de ce monsieur. Si vous étiez comme votre père, je serais parti et ne vous aurais jamais adressé la parole. Mais je vous observe depuis des mois, vous entends parler avec les employés, vois comment vous traitez les gens. Et j'ai compris quelque chose, monsieur. Quoi? Que vous n'êtes pas comme votre père. Vous êtes un homme bon, si bon que vous ne vous rendez pas compte quand on vous dévore vivant. Une larme coula sans ma permission. Une seule, puis une autre. Après, je n'ai pas pu les arrêter. Lucie, tout ce que je croyais de ma vie est en train d'être détruit en un seul après-midi. Que faire? Que faire, mon Dieu? D'abord, vous allez respirer, ensuite vous allez tout cacher là où personne ne le trouvera, et après, vous allez faire semblant, monsieur. Vous allez faire semblant que tout va bien. Vous allez sourire à votre épouse. Vous allez embrasser votre meilleur ami, et vous allez continuer comme si vous n'aviez rien entendu. Parce que s'ils savent que vous savez, tout pourrait changer cette même nuit, et pas de bonne manière. Croyez-vous qu'ils seraient capables de me nuire? Monsieur, il y a des personnes capables de tout pour beaucoup moins que ce qui est en jeu dans ces papiers, et il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Ce qu'ils préparent contre vous est plus avancé qu'il n'y paraît. La signature du dernier contrat est cette semaine. Si vous signez, vous perdez l'entreprise. Si vous ne signez pas, ils se doutent de quelque chose. Nous avons peu de jours. J'ai pris le portable, j'ai regardé l'enregistrement, j'ai regardé la photo de mon père avec sa sœur, j'ai regardé les photocopies bancaires. C'était trop, mais en même temps, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à un réveil, quelque chose qui ressemblait à ouvrir les yeux après un long rêve. Lucie, je dois vous demander quelque chose. Tout ce que vous voudrez, monsieur. Ne m'appelez plus monsieur, si ce que vous dites est vrai. Si votre sœur a aimé mon père, s'il a failli à sa famille, alors vous et moi portons une histoire commune. Je suis juste Édouard. La femme qui nettoyait mes sols ferma les yeux et laissa tomber une larme. Cette larme parcourut le vieux sillon de sa joue, comme si elle connaissait le chemin par cœur,
comme si elle attendait de couler depuis des décennies. « Édouard !» répéta-t-elle à voix basse, et ce nom prononcé par elle sonna différemment de tout ce que j'avais entendu. À cet instant, le téléphone de la cuisine sonna. C'était l'interphone, la ligne qui reliait le rez-de-chaussée à la chambre principale. Nous restâmes tous les deux paralysés. Lucie s'approcha, décrocha le combiné avec un calme surnaturel et le porta à son oreille sans répondre. Elle écouta, puis elle raccrocha très lentement. Elle me regarda. « Monsieur, enfin Édouard, votre épouse vient de demander à Monsieur Mathieu de partir par la porte de service parce qu'elle a entendu un bruit en bas et elle a dit, sa voix se brisa, qu'il se pourrait que vous soyez rentré plus tôt. » J'ai senti l'air se dessécher dans ma gorge. Que faire, Lucie? Elle respira profondément, prit l'épreuve, les remit dans la serviette et me regarda avec cette fermeté sereine que seules ont les femmes qui ont déjà beaucoup perdu dans la vie et n'ont pas l'intention de perdre quoi que ce soit d'autre. Vous allez monter la recevoir avec un sourire. Vous allez l'embrasser. Vous allez lui donner un baiser sur le front et lui dire que les roses étaient en promotion et que vous les avez fait tomber dans l'escalier à cause des nerfs. Vous allez agir comme l'homme naïf qu'il croit que vous êtes cette nuit, demain, autant de jours qu'il le faudra, jusqu'à ce que nous ayons entre nos mains quelque chose de plus grand que cela. Quelque chose de plus grand que cela. Lucie me regarda et dit de la voix la plus basse que j'ai jamais entendue de ma vie. « Édouard, votre père a laissé quelque chose d'écrit avant de mourir, quelque chose que seule une personne dans ce monde connaît. Et cette personne n'est pas moi. Cette personne est quelqu'un que ni vous, ni votre épouse, ni votre meilleur ami ne savent qu'il existe. Nous devons le trouver avant eux. » Et tandis que je montais cet escalier, tandis que je marchais sur des pétales brisés, tandis que j'entendais la voix douce et menteuse de mon épouse m'appelant d'en haut, je sus que la trahison que je venais de découvrir n'était que la pointe d'un iceberg beaucoup plus grand, et que la femme que j'avais ignorée pendant des mois tenait entre ses mains les seules clés capables d'ouvrir les portes qu'il me restait encore à franchir. Je montais l'escalier avec les jambes lourdes et le cœur jonglant dans ma poitrine. Chaque marche craquait sous mes chaussures, comme si la maison elle-même savait que quelque chose s'était brisé et n'osait pas le dire. Catherine apparut en haut du couloir avec ce sourire qui, pendant des années, fut la carte postale de ma vie. « Mon amour, tu es rentré tôt. Quelle folie, mon amour. Et les fleurs, elles me sont tombées dans l'escalier. Je suis arrivé en courant. J'ai failli glisser. Je vais en acheter d'autres avant le dîner. » Je lui donnai un baiser sur le front. Un baiser long, trop long peut être, mais ce baiser n'était plus pour elle. Il était pour moi. Il était pour confirmer que ma main répondait toujours, que mon visage obéissait toujours, que je pouvais encore mentir à la femme qui me mentait depuis des mois. « Il se passe quelque chose? Tu as les yeux rouges. »« Du Paul, mon amour. » Le bouquet était énorme. Elle accepta la réponse avec une caresse distraite sur ma joue. Tandis qu'elle se retournait pour retourner dans la chambre, je mémorisais chacun de ses gestes, chaque inflexion de sa voix, chaque mouvement. Si j'allais faire semblant, je le ferais comme un acteur de cinéma. Je descendis. Lucie m'attendait au pied de l'escalier, avec un chiffon à la main, le regard baissé, la posture humble de toujours. Elle redevenait, devant le monde, l'employée invisible. Sauf que maintenant, je voyais derrière ce déguisement une femme qui portait assez d'histoire pour remplir une bibliothèque. « Lucie, demain matin, j'ai besoin de vous parler seule, loin d'ici. Je suis libre demain, monsieur. Je peux vous recevoir n'importe où. Où habitez-vous? » Pour la première fois, je la vis hésiter. « Dans un quartier qu'un monsieur comme vous n'a jamais fréquenté. Je le fréquenterai demain. » Cette nuit-là, je dormis sur le canapé de mon propre bureau avec l'excuse d'un mal de dos que Catherine accepta sans discuter. La vérité est que dormir à côté d'elle aurait été impossible. Je fermais les yeux et voyais des roses tomber. Je les ouvrais et voyais un plafond qui me semblait étranger. C'était ma maison, mais plus maintenant. Au petit matin, je suis parti dans ma voiture simple, sans chauffeur, sans protection. J'ai laissé mon téléphone de travail éteint. J'ai conduit jusqu'où Lucie m'avait indiqué, et à mesure que les rues changeaient, le paysage de ma vie changeait aussi. Les murs peints de 1000 couleurs, les enfants courant pieds nus derrière un ballon dégonflé, les petits commerces avec la porte ouverte, une grand-mère balayant le trottoir, un chien dormant sous un oranger. C'était une ville que je n'avais jamais parcourue, bien que j'y eusse vécu à quelques kilomètres toute ma vie. La petite maison de Lucie était modeste et propre, peinte avec amour. Elle avait une cour avec un citronnier et une corde à linge séchant au soleil. Elle m'attendait à la porte, sans uniforme, sans tablier, juste une femme avec un foulard sur la tête et sa dignité intacte. « Entrez, Édouard. » C'était la première fois que mon nom sonnait à l'intérieur de sa maison et je la sentis le prononcer avec un mélange étrange de respect et de tendresse. À l'intérieur, assis sur le sol du salon, il y avait un enfant qui dessinait avec des crayons de couleur. Il était jeune, mais assez âgé pour comprendre ce qui se passait autour de lui. Il leva la tête en me voyant. Il avait les yeux brillants et un sourire énorme. « Bonjour, monsieur. Bonjour. »
Il est mon petit-fils, Mathieu Fournier. Il vit avec moi depuis qu'il n'était qu'un bébé. Allez, mon amour, dis au monsieur comment tu t'appelles bien fort. Je suis Mathieu et je serai architecte quand je serai grand. Quelque chose en moi, qui dormait depuis de nombreuses années, fut secoué par ces mots. Moi qui n'ai jamais pu avoir d'enfant, j'ai ressenti en cet enfant une lumière qui n'avait jamais pénétré ma maison. Mathieu, mon amour, dit Lucie d'une voix douce. Va dans la chambre un instant. Mamie et monsieur doivent parler de choses sérieuses. Ce sont des affaires d'adultes. Des affaires d'adultes. Bon, mais après tu me feras une omelette au fromage, hein? Je te ferai la meilleure omelette du monde. L'enfant partit en courant, serrant un carnet de dessin comme un trésor. Lucie le regarda partir avec ses yeux que les grands-mères ont quand elles voient en leurs petits-enfants la dernière chance de la vie. C'est tout ce que j'ai, Édouard, et tout ce que je protège. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, une table en bois vieille avec une nappe à carreaux et une carafe d'eau fraîche. Ça sentait le pain grillé et le café fraîchement moulu. Ça sentait la vraie vie. Maintenant, Lucie, je veux savoir qui vous étiez avant d'entrer chez moi. Elle resta silencieuse un long moment, remuant le café avec une petite cuillère. Quand elle commença à parler, sa voix était différente. C'était la voix de quelqu'un qui s'était gardé toute une vie et avait enfin la permission de se libérer. J'ai étudié, Édouard, même si ça ne se voit plus aujourd'hui. Quand j'étais jeune femme, j'ai été parmi les premières de ma famille à terminer mes études. Ensuite, je me suis spécialisé. J'ai travaillé de nombreuses années dans une petite entreprise. Je tenais la comptabilité de commerçants du quartier. Je connaissais chaque papier, chaque bilan, chaque mouvement de compte. Je n'étais pas une comptable de grandes entreprises, mais je faisais bien mon travail et je vivais bien. Modestement, mais bien. Que s'est-il passé? Elle ferma les yeux. Je me suis marié tard. J'ai eu une seule fille, mon trésor. Je lui ai donné le nom de ma sœur aînée, celle qui est morte si jeune, ma petite Marianne. Elle a grandi belle, intelligente, tenace comme moi. Elle a étudié, elle a obtenu son diplôme. Elle est sortie avec un garçon du quartier qui semblait bon. Ils ont eu Mathieu. Mais ce garçon n'était pas ce qu'il semblait être. Il a commencé à s'impliquer dans des affaires louches, avec des gens louches. Ma fille a voulu sortir de cette relation, a voulu revenir à la maison avec le bébé, et un jour, en rentrant du travail, ma fille n'est pas rentrée. Sa voix trembla. Je pris une profonde inspiration. « Lucie, vous n'avez pas à me raconter cette partie. Si, je dois, Édouard, parce que si vous allez me confier votre vie ces prochains jours, vous devez savoir pourquoi je suis une femme qui n'a plus peur de rien. Ma fille n'est jamais rentrée à la maison. J'ai attendu des semaines. J'ai attendu des mois. Il y a eu une enquête qui n'a abouti à rien et un jour, fatigué, avec un bébé dans les bras, j'ai compris que nous n'avons jamais su ce qui est arrivé à ma fille comme à ma sœur avant. Une autre Marianne, un autre silence. Elle leva les yeux et ses yeux brillèrent sans larmes. C'était une tristesse plus vieille que les pleurs. La peine fut si grande que je perdis mon travail. Je perdis la maison où nous vivions. Je dus tout vendre. Il ne me resta que ceci, cette petite maison, qui était celle de ma mère et que personne n'a pu me prendre. Et pour élever ce petit-fils qui est ma vie, je dus accepter la seule chose qui s'offrait sans demander de référence, ni d'explication, nettoyer des maisons. Et là, je suis devenu employé. Une femme qui savait lire des bilans mais nettoyer des sols. J'ai ressenti une honte étrangère du monde entier. Lucie, n'ayez pas pitié de moi, Édouard. La pitié ne me sert à rien. J'ai appris quelque chose en nettoyant des maisons que je n'ai jamais appris dans un bureau. Que les gens se négligent devant ceux qu'ils considèrent invisibles, ils parlent, laissent des papiers ouverts, envoient des messages à voix haute. Pour une femme de service, une maison riche est un roman posé sur la table. Et quand j'ai su que vous étiez le fils de monsieur Raymond Dubois, je suis venu dans cette maison pour comprendre. Et je suis resté parce que j'ai compris que vous n'étiez pas le père et que vous étiez autre chose. Quelle chose? Elle sourit tristement. Un homme seul. Un homme qui avait aussi été englouti par un silence, sauf qu'il ne s'en rendait pas encore compte. J'ai bu mon café pour ne pas pleurer. Parlez-moi de mon père, Lucie. Parlez-moi de Marianne. L'histoire complète. Elle se leva, alla jusqu'à la petite chambre où elle dormait avec son petit-fils. Elle revint avec un cahier. C'était le cahier usé que j'avais déjà vu dans la cuisine de ma maison. Elle l'ouvrit avec le soin d'un reliquaire. À l'intérieur, les pages étaient jaunies et entre deux pages, il y avait une ancienne enveloppe. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Elle en sortit une clé. Une petite clé dorée avec une tête en forme de cœur. Cette clé ouvre quelque chose, Édouard. Je ne sais pas quoi, mais je sais que votre père l'a donnée à ma sœur avant de mourir. Il lui a dit, si un jour je ne suis plus là et que tu as besoin de la vérité, va voir le vieil avocat de la famille. Ma sœur n'a jamais pu y aller, parce que je n'ai jamais su qui était cet avocat. Mais vous, oui, maître Anselme Beaumont, l'avocat de toujours de mon père. Il est toujours vivant, très âgé maintenant.
Il a son bureau en ville. Alors, aujourd'hui même, nous allons le voir, Édouard. Nous allons prendre la clé et découvrir ce que votre père a caché. » J'acquiesçai, mais avant, il y avait quelque chose que je devais demander, quelque chose qui me faisait mal depuis la veille au soir. « Lucie, une dernière chose, pourquoi m'aidez-vous? Si mon père a failli à votre sœur, si notre famille a changé la vôtre, pourquoi n'êtes-vous pas restée silencieuse et n'avez-vous pas laissé la vie se venger sur moi de ce que votre famille n'a pas pu obtenir avant ?» Elle me regarda avec cette sérénité que seules donnent les années de douleur bien digérées, parce que lorsqu'une personne souffre ce que j'ai souffert, elle a deux chemins. Soit elle devient pareille à ceux qui lui ont fait du mal, soit elle jure de ne jamais leur ressembler. J'ai choisi la seconde voie et parce qu'en plus, il y a quelque chose que j'ai découvert en vous regardant ces derniers mois, Édouard, et que je ne vous ai pas encore dit. Quoi? Elle prit mes mains sur la table, comme la veille au soir. Ma sœur Marianne n'était pas seulement la jeune femme que votre père a aimée en secret. Quand elle est morte, elle a laissé plus que des lettres. Elle a laissé quelque chose qu'il n'a jamais su. Et ce quelque chose, Édouard, pourrait changer tout ce que vous croyez de votre propre famille. J'ai senti l'air me couper. Qu'a-t-elle laissé, Lucie? Elle regarda vers la chambre où son petit-fils Mathieu dessinait des châteaux dans son carnet. Je ne peux pas encore vous le dire, Édouard. J'ai besoin que nous parlions d'abord avec Maître Beaumont. J'ai besoin que nous sachions d'abord ce que votre père a gardé avec cette clé. Si ce que je soupçonne est vrai, ce qui se passe chez vous avec votre épouse et votre meilleur ami n'est que l'ombre d'une histoire beaucoup plus ancienne. Une histoire qui a commencé avant votre naissance. Nous sommes partis de la maison de Lucie en milieu de matinée. Avant de monter dans la voiture, je lui ai fait une promesse. Je lui ai promis que quoi qu'il arrive, cet enfant ne souffrirait plus jamais d'un silence, comme ceux qui avaient détruit sa mère et sa tante. Lucie m'a serré le bras et n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Nous avons roulé en silence jusqu'au centre-ville. Le cabinet de maître Anselme Beaumont se trouvait dans un vieil immeuble de ceux qui avaient encore des grilles dans les ascenseurs et des concierges qui connaissaient les clients par leur nom. Le notaire était un homme très âgé, presque une relique, avec des lunettes épaisses et des mains légèrement tremblantes, mais avec un regard toujours vif. Quand il me vit entrer accompagné de Lucie, son visage changea. Il pâlit. Il resta très immobile, comme s'il avait vu un fantôme. « Édouard Dito », murmura-t-il, en utilisant le surnom que seul mon père utilisait quand j'étais petit. « Édouard Dito, mon fils, sais-tu, ton père m'a fait promettre avant de mourir qu'un jour tu viendrais me chercher. Il m'a dit que quand tu viendrais, tu ne viendrais pas seul, que tu viendrais avec quelqu'un qui porterait une clé dorée avec une tête, en forme de cœur et que cette personne serait. » Il regarda Lucie et ses yeux s'humidifièrent. Ce serait une Fournier. Lucie laissa échapper une petite exclamation et porta sa main à sa bouche. Maître Beaumont se leva très lentement avec la difficulté des années. Il marcha jusqu'à un ancien coffre-fort caché derrière un tableau. Il fit tourner la combinaison. Il en sortit une enveloppe scellée à la cire rouge. Sur l'enveloppe, écrite de la main de mon père que je connaissais comme la mienne, il y avait quelques mots. « Pour mon fils Édouard, afin qu'il sache enfin qu'il n'est pas le seul fils que j'ai eu. » J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Lucie me tint par le bras, et pour la première fois depuis la veille au soir, je sus que la trahison de Catherine et de Mathieu n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était juste la première porte d'un couloir rempli de portes fermées que mon père avait laissées pour qu'un jour j'ose les ouvrir. L'enveloppe de cire rouge tremblait dans mes mains comme si elle avait sa propre vie. Maître Anselme Beaumont s'assit devant moi avec la lenteur des hommes qui ont porté trop de secrets trop longtemps. Lucie restait debout à mes côtés, une main posée sur mon épaule, me soutenant sans me soutenir, comme le font les mères lorsqu'elles savent que leurs enfants sont sur le point de tomber, mais doivent apprendre à se relever seuls. « Ouvre-le, Édouard Dito », dit le notaire d'une voix brisée. « Mais avant de lire, regarde-moi. Je dois te dire quelque chose que ton père m'a interdit de te raconter tant qu'il était en vie. » Je levai les yeux. Tout ce que ton père a fait dans ces dernières années, il l'a fait avec la culpabilité au cœur. Il est mort en demandant pardon à une femme qui ne pouvait plus l'entendre. Il est mort en te demandant pardon à toi, sans avoir le courage de te regarder en face. Ce qui est dans cette enveloppe n'est pas une offense contre toi, mon fils. C'est une confession. Et c'est aussi une clé pour que tu ne répètes pas son histoire. Lucie respira profondément. Je brisai le sceau. À l'intérieur, il y avait une longue lettre de plusieurs pages écrite de la main soignée de mon père et, à côté de la lettre, une deuxième enveloppe plus petite, encore fermée, avec un seul mot écrit sur le devant. « Frère », je commençai à lire à voix haute. La voix me sortit brisée dès la première ligne. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que la personne indiquée est enfin apparue devant toi. Cette personne porte un nom de famille que j'ai tenté d'effacer de ma mémoire pendant des années sans jamais y parvenir. Le nom Fournier. Si tu as rencontré une Fournier, cela signifie que le destin m'a donné raison quand j'ai remis cette clé à Marianne. Cela signifie que le silence que j'ai construit de mes mains lâches est finalement tombé. » Lucie laissa échapper un soupir tremblant.
Maître Beaumont ferma les yeux. « Je veux que tu saches, Édouard, que j'ai aimé ta mère. Mais il y eut avant elle une jeune femme à laquelle j'ai failli. Et de cette jeune femme est né un enfant. Un enfant que je n'ai jamais élevé, jamais embrassé, jamais appelé fils. Un enfant qui, pendant de très nombreuses années, a grandi loin de moi dans une maison modeste, sans savoir qui était son père. La mère de cet enfant n'a rien voulu dire. Elle a emporté la vérité avec elle quand elle est partie si jeune. Et moi, par peur, par orgueil, par stupidité, j'ai laissé le silence grandir plus haut qu'un mur. L'enfant est aujourd'hui un homme. Je l'ai cherché dans mes dernières années. Je l'ai trouvé, mais je n'ai pas eu le courage de me présenter. Je l'ai seulement observé de loin. Je l'ai suivi, j'ai fait des enquêtes, et j'ai découvert quelque chose, mon fils, qui m'a changé. Ce fils à moi que je n'ai jamais embrassé sait qui il est. Il l'a découvert par lui-même, je ne sais comment, et il ne m'a pas cherché pour me connaître, mais pour se venger sur moi et sur toi de ce que la vie lui a volé. Mes mains transpiraient. Les bords des feuilles s'humidifiaient. Quand tu liras ces mots, mon fils, cherche à l'intérieur de la petite enveloppe séparée. À l'intérieur se trouve son nom. Je n'ai pas voulu te l'écrire dans cette lettre, car je veux que tu aies la force d'ouvrir l'autre enveloppe par toi-même, et quand tu liras son nom, tu sauras pourquoi je t'écris depuis la culpabilité. Tu sauras pourquoi il y a des personnes dans ta vie qui sont trop proches de toi sans raison apparente. Demande-lui pardon en mon nom, Édouard, et si tu peux, aime-le, car sans le savoir, toi et lui partagez le même sang. J'ai refermé la lettre. Lucie m'a serré l'épaule. Maître Beaumont a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. J'ai pris la petite enveloppe avec le mot « frère » écrit dessus, et j'ai respiré profondément. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille avec une seule ligne écrite de la main de mon père. « Ton frère s'appelle Mathieu Lefebvre. Le monde s'est arrêté. » Lucie a poussé un cri étouffé et a porté ses deux mains à sa bouche. Maître Beaumont a baissé la tête comme s'il attendait ce moment depuis 40 ans et ne savait pas comment le supporter. Je suis resté immobile. Je ne respirais pas. Je ne pensais pas. J'écoutais seulement un bourdonnement lointain dans ma tête, comme si tous les souvenirs de ma vie avec Mathieu se rembobinaient en même temps, à toute vitesse. Son sourire le jour où il m'a présenté Catherine, son étreinte à l'enterrement de ma mère, sa main signant comme mon associé il y a tant d'années, sa voix me disant « Je t'aime comme un frère, encore et encore ». C'était littéralement vrai, et il l'avait toujours su. Mathieu, ai-je murmuré, mon meilleur ami, mon associé, l'homme qui est chez moi, avec mon épouse. Le notaire leva les yeux. Maintenant avec une urgence différente. « Édouard, ton père a laissé autre chose avec moi. Il a laissé des instructions légales, des documents protégés dans un coffre-fort bancaire à ton nom, et il a laissé un fonds séparé. Un fonds qui ne s'active que lorsque tu signes certains papiers devant moi, un fonds que ton meilleur ami ne sait pas qu'il existe. Ton père voulait que cet argent, si tu en décidais ainsi, serve à réparer ce qu'il n'a pas réparé de son vivant. Pour ton frère, pour les héritiers de Marianne Fournier, pour tous ceux que son silence a blessés. » Lucie baissa les yeux et se mordit les lèvres. « Maître, dis-je d'une voix sèche, mon meilleur ami et mon épouse sont en train de vider mon entreprise. La signature finale du dernier contrat est cette même semaine. Si je signe, je perds tout. Si je ne signe pas, ils se doutent de quelque chose. Que faire ?» Beaumont me regarda par-dessus ses lunettes, avec le regard de celui qui avait déjà vu trop de guerres de famille. « Tu ne signes pas, mais pas par entêtement. Tu signes quelque chose de différent. Nous faisons semblant que tu signes le contrat qu'ils ont préparé. Mais en réalité, tu signes un autre document que je vais rédiger cette même nuit. Un document qui protège toute ton entreprise sous une nouvelle titularité provisoire. Pendant qu'ils croient avoir le contrôle, en réalité, ils signent leur propre départ et nous recueillons les preuves manquantes. » Lucie prit la parole pour la première fois. « Maître, il y a autre chose que vous devez savoir. Honoré Bertrand n'est pas un vrai membre de la famille de Mathieu Lefebvre. Au début, j'ai cru que c'était un cousin parce que les initiales coïncidaient avec un Bertrand, un lointain parent. Mais après, j'ai compris que la parenté était un mensonge monté par lui-même. This is wrong. Honoré s'est fait passer pour un membre de la famille pour avoir accès aux papiers et signer les investissements Soleil sans éveiller de soupçons à la banque. Et il y a autre chose. Honoré manipule Mathieu depuis des années. Il lui a raconté des demi-vérités pour lui construire une haine qui ne lui appartenait pas. Diane Dubois fronça les sourcils et prit note. Cela change le scénario. Si votre associé a été manipulé, sa responsabilité pénale est moindre. Il devra quand même répondre. Mais nous pourrions négocier avec lui une collaboration s'il se rend compte à temps de qui l'a utilisé. Cela dépend de vous, monsieur Dubois. Voulez-vous sauver votre associé ? Je respirai profondément. Lucie me regarda avec ses yeux d'eau profonde. Elle me dit en silence ce qu'elle m'avait déjà dit la veille au soir. Que quand je parlerai à mon frère, je ne lui parle pas comme un homme trahi, mais comme un frère qui le retrouve à peine. Procureur, cet associé est mon frère. Je l'ai découvert il y a quelques jours et bien qu'il ait fait des choses terribles,
Il a été manipulé pendant des années. Je veux le sauver. S'il est prêt à ouvrir les yeux, je veux qu'il ait une seconde chance. Diane acquiesça lentement. D'accord, nous allons essayer, mais s'il reste du mauvais côté, je ne pourrai rien faire de plus pour lui. Compris? Compris. Nous sommes sortis de ce bureau avec un plan en marche. C'était mercredi après-midi. La signature du contrat était prévue pour le vendredi soir chez moi, lors d'un petit dîner que Catherine avait déjà organisé avec Mathieu et ses conseillers financiers. Il restait 2 jours. Ce même après-midi, Lucie me demanda de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. « Édouard, avant vendredi, j'ai besoin que vous alliez voir votre frère seul, sans épouse, sans Honoré, sans personne, juste vous et lui. » Pourquoi, Lucie? Si je l'affronte maintenant, tout s'écroule. Pas pour l'affronter, pour le regarder, pour vous asseoir avec lui une dernière fois en ami et garder ce souvenir. Car une fois l'opération terminée, vous ne pourrez plus vous regarder de la même manière. Et parce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de lui donner, mais je ne peux pas encore vous le donner avant vendredi. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Pour l'instant, voyez votre frère, même pour un café. Cette nuit-là, j'ai appelé Mathieu. Je lui ai dit que j'avais besoin de parler d'un vieux souvenir qui m'empêchait de dormir. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café le lendemain matin, dans un quartier où personne ne nous connaissait, un café qui s'appelait Le Coin Café, avec de vieilles chaises et un propriétaire qui nous laissa seuls dans le coin du fond. Mathieu arriva ponctuellement. Son sourire était le même que toujours, ce sourire de frère en qui j'avais appris à faire confiance pendant des années, et pour la première fois je le regardais sachant que derrière il y avait une douleur très ancienne. « Mon cher, quel miracle! Qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu? Laisse-moi te demander quelque chose. Te souviens-tu du jour où tu as rencontré mon père ?» Son visage changea. Sa mâchoire se tendit à peine. « Presque rien. Mais je l'ai remarqué. Oui, je l'ai peu connu. Je ne l'ai vu que quelques fois. Pourquoi me demandes-tu? Parce que j'ai beaucoup pensé à lui, à la famille qu'il a eue, aux choses qu'il a laissées inachevées. Tu sens que ta famille t'a laissé des choses inachevées, Mathieu? » Mathieu baissa les yeux, remua son café avec la petite cuillère plus longtemps que nécessaire. « Toutes les familles laissent des choses inachevées, mon cher. Et toi, as-tu déjà senti que ta vie était différente de celle qui t'était destinée ?» Il leva les yeux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je vis dans ses yeux quelque chose de différent de son sourire habituel. Je vis une fatigue ancienne. Je vis une blessure. Oui, toute ma vie. Il y eut une longue silence. Je n'ai pas insisté. Je l'ai juste regardé. Mathieu serra le bord de la tasse. « Édouard, il y a des choses de moi que tu ne sais pas. Des choses que j'espère que tu ne sauras jamais. Allez, raconte-moi. » « Je ne peux pas. Pas aujourd'hui. » « Alors, garde-les, mon ami. Mais je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive dans les prochains jours, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi que je me suis assis en face de toi pour te regarder comme un frère. Si jamais ton cœur te demande de revenir du bon côté du chemin, tu auras un endroit où revenir. » Mathieu me regarda avec cette intensité des hommes qui sont sur le point de craquer, mais résiste encore. Il ne dit rien, paya le café et se leva. Avant de partir, il me serra l'épaule de la main, une main qui trembla à peine et il partit. Je suis resté assis dans ce café, sentant que je venais de dire adieu au Mathieu que je connaissais. Le vendredi arriva comme arrivent les jours que l'on craint, vite, presque sans prévenir. Catherine passa tout l'après-midi à organiser le dîner avec une joie suspecte. Elle appelait la fleuriste, le traiteur. Elle mettait de la musique douce. Elle m'embrassa sur la joue pendant que je me rasais. « Mon amour, ce soir sera très spécial. Tu vas signer quelque chose qui va changer nos vies pour toujours. » Je lui souris dans le miroir. Un sourire exact, soigné, répété. « Oui, ma vie, tout va changer. » À 8 heures précises, la sonnette retentit. Mathieu entra le premier, habillé formellement, avec une bouteille de vin. Derrière lui venait Honoré Bertrand. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vu. Il était plus vieux, plus maigre, avec ce regard d'homme qui a porté des rancunes trop longtemps. Il me tendit la main avec une fausse cordialité. « Eduardito, quel plaisir. Ton père serait fier de voir jusqu'où tu es arrivé. » J'ai eu envie de crier, mais je me suis contenté de lui sourire. Nous sommes passés à la salle à manger. Lucie servait la table avec son silence habituel, son tablier mis, la tête baissée. Personne ne s'est douté de rien. Pour les trois, elle restait invisible. Sous ma veste, je portais le petit microphone que la procureure Dubois m'avait donné l'après-midi. Nous avons mangé, ri, trinqué. Catherine racontait des histoires amusantes. Mathieu suivait la conversation. Honoré observait tout avec des yeux calculateurs. Quand le café est arrivé, Catherine a sorti le dossier avec le contrat. « Mon amour, avant le dessert, signons ça vite pour nous en débarrasser. » Je pris la plume, la fis tourner entre mes doigts et dis de la voix la plus sereine du monde. « Avant de signer, je veux que vous m'expliquiez une chose. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous voulez l'entreprise. Sans mensonge, juste entre nous, en toute confiance. Nous sommes presque de la famille. » Honoré laissa échapper un rire grave, le rire le plus révélateur que j'ai jamais entendu de ma vie.
Eduardito, tu veux vraiment savoir? L'entreprise est à nous avant même ta naissance. Ton père l'a volée au vrai fils. Mathieu est un Dubois. Tu n'as fait qu'y apposer ton cachet. Et maintenant, après tant d'années, les choses reprennent leur place. Catherine rit doucement et caressa la main de Mathieu. Mathieu ne rit pas. Il resta très immobile. Trop immobile. Honoré, dit-il soudain. Tais-toi. Quoi? Tais-toi. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je le regardais. Mathieu avait les yeux remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la honte. Une douleur ancienne qui affleurait. Juste à ce moment, Lucie entra dans la salle à manger, mais elle n'entra pas comme une employée. Elle entra droite, la tête haute, portant dans ses mains une enveloppe jaune. Elle s'approcha de la table et la déposa devant Mathieu. « Jeune Mathieu, ceci est pour vous. C'est de votre vraie mère, Marianne Fournier, ma sœur aînée. » Catherine cessa de sourire. Honoré se leva brusquement. « Qu'est-ce que c'est? Qui a laissé entrer cette femme? Édouard. Quel cirque est cela? » Mathieu ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait la lettre originale de sa mère. Cette lettre qui disait « D'une encre ancienne et tachée de larmes, si un jour mon fils sait qui j'ai été, dites-lui que je ne suis pas né pour haïr qui que ce soit, que je préfère qu'il m'oublie plutôt qu'il m'utilise comme excuse pour faire du mal. » Mathieu lut 2 fois, 3. Et alors cet homme qui, toute sa vie, avait construit une haine pour se tenir debout, laissa couler la première larme propre, une seule, puis une autre, puis il ne put plus s'arrêter. « Maman », murmura-t-il comme s'il parlait à quelqu'un de présent. Honoré voulut lui arracher la lettre des mains. « Mathieu, c'est un piège. Cette vieille femme te ment. » Mais Mathieu se tourna vers lui lentement, les yeux brillants et un calme terrible. « Honoré, tu m'as élevé dans la haine. Tu m'as rempli la tête de mensonges depuis que j'étais petit. Ma mère n'a jamais voulu ça. Ma mère a écrit tout le contraire. » Catherine commença à trembler. Elle regarda vers la porte, vit que quelque chose ne collait pas. Elle voulut s'enfuir en courant, et alors la sonnette retentit et la voix ferme de la procureure Diane Dubois, de l'autre côté, dit clairement et fort « Police, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Nous avons un mandat. » Les verres sur la table tremblèrent. Lucie s'approcha de moi, me serra le bras en silence, et tandis que les hommes du parquet entraient dans la pièce, tandis que Catherine pleurait de rage, et qu'Honoré tentait de fuir par la cour sans succès, Mathieu restait assis, regardant la lettre de sa mère et pour la première fois de sa vie, mon frère pleurait sans demander pardon à personne d'autre qu'à lui-même. Cette nuit-là, ma maison cessa d'être mienne. Elle cessa d'être la maison de Catherine, elle cessa d'être le décor monté par Honoré. Elle devint simplement une pièce vide où la vérité avait enfin pu s'asseoir pour dîner sans demander la permission à personne. Les officiers emmenèrent Catherine en premier. Elle pleurait sans regarder personne, comme pleurent les gens qui découvrent tard que leur mensonge avait un calendrier. Honoré Bertrand sortit menotté, le regard perdu, murmurant qu'il avait fait tout cela pour une mère qu'il n'avait jamais connue. Mais Marianne Fournier avait déjà parlé d'elle-même depuis une vieille lettre et avait à jamais désavoué la haine qu'il avait utilisée pour vivre. Mathieu resta assis à table, seul, avec la lettre ouverte entre les mains. La procureure Diane Dubois s'approcha de lui avec respect, non sans dureté. « Monsieur Lefebvre, vous aussi, vous allez devoir nous accompagner. Mais étant donné les circonstances et selon ce qui a été discuté avec Maître Beaumont, votre situation légale sera évaluée séparément. La déclaration volontaire que vous ferez ce soir sera déterminante. » Décidé calmement, Mathieu leva la tête. Ses yeux qui avaient porté tant de rancœur pendant des années étaient maintenant propres, vides, fraîchement lavés par les larmes. « Je déclarais tout, procureur, tout depuis le début. Mais avant, puis-je serrer mon frère dans mes bras ?» Diane Dubois acquiesça. Je me levai, marchai vers lui et Mathieu, cet homme que pendant des années j'avais appelé frère sans savoir le sens littéral du mot, s'accrocha à ma poitrine comme un naufragé. Il pleura sans retenue. Il pleura pour la mère qu'il avait perdue avant de naître, pour la famille qu'on lui avait cachée, pour les années qu'il avait consacrées à une vengeance qui ne lui appartenait pas. Il pleura pour mon père, qu'il n'avait pas pu pardonner à temps, et je pleurai avec lui en le tenant, en lui répétant à l'oreille la seule chose qui me venait. « Tu es à la maison, mon frère. Enfin, tu es à la maison. » Lucie nous regardait depuis la porte de la salle à manger. Elle ne pleurait pas. Elle souriait seulement doucement, d'un sourire fatigué et ancien, comme celui qui tient une vieille promesse faite devant un portrait en noir et blanc. Les semaines suivantes passèrent comme la pluie après une longue chaleur, lavant, nettoyant, rangeant tout ce qui avait été tordu pendant trop longtemps. Catherine fit face à des accusations de participation à des délits économiques. La décision concernant les conséquences de sa peine ne me revenait pas. Elle revenait au ministère public, aux juges, aux institutions qui existent pour que les victimes ne deviennent pas des bourreaux. Je ne demandais qu'une chose à Maître Beaumont, que le procès se déroule avec discrétion, sans la transformer en spectacle public.
non pas pour elle, mais pour la dignité minimale qui restait à l'histoire que nous avions un jour partagée. Honoré Bertrand n'eut pas la même chance. Ces années à manipuler des documents, à falsifier des liens de parenté et à construire une haine dans la tête d'un orphelin pour s'emparer d'une entreprise étrangère, finirent par lui retomber dessus. La justice décida. Je ne décidais pas. Mathieu coopéra avec le parquet dès la première déclaration. Il livra tout ce qu'il savait, comptes, papiers, conversations, registres. Sa collaboration fut décisive. La procureure Diane Dubois lui obtint une peine réduite, alternative avec travail communautaire et réparation financière. Mon frère commença à payer sa dette, non pas avec de l'argent, mais avec du temps, avec de la présence, avec un effort sincère. Chaque après-midi, pendant des mois, il se présentait à une fondation qui aidait de jeunes orphelins à apprendre des métiers. Il travaillait avec eux, leur enseignait le peu de bien qu'il savait, leur disait, les regardant dans les yeux, que la haine était le pire maître qu'un orphelin pouvait avoir. Et le soir, quand il rentrait dans la petite maison qu'il louait près du quartier de Lucie, il s'asseyait pour lire et relire la lettre de sa mère. Cette lettre ne le quittait pas. Il la portait dans la poche de sa chemise, sur son cœur, comme un bouclier, comme une bénédiction posthume. Maître Anselme Beaumont, fidèle à la dernière volonté de mon père, ouvrit formellement le fonds séparé dans un coffre-fort bancaire. Il s'avéra que c'était une somme que mon père avait gardée pendant des décennies avec la culpabilité au cœur, attendant que quelqu'un ait le courage de bien la dépenser. Nous lui avons donné une juste destination. Une partie fut pour Mathieu, en tant qu'héritier biologique légitime de M. Raymond Dubois. Ce ne fut pas une concession généreuse. Ce fut une restitution de ce que le sang lui devait toute sa vie. Mathieu accepta avec humilité, pleurant, sans se battre pour un centime de plus. Cette partie, il l'utilisa pour fonder une petite école technique qui porterait, par sa décision, le nom de Marianne Fournier, afin que sa mère ait enfin quelque chose dans ce monde qui porte son nom avec fierté. Une autre partie fut destinée à améliorer la petite maison où Lucie était née. Cette maison où sa sœur avait caché des lettres, où sa mère avait gardé un cahier à double fond, où tant de silence avait grandi. Lucie ne voulut pas accepter d'argent pour elle, mais accepta que nous arrangions la maison pour Mathieu, afin que l'enfant ait, en plus de l'affection de sa grand-mère, des murs solides, une cuisine neuve, une pièce à lui remplie de livres et de fournitures scolaires. « Édouard, me dit-elle, le jour où nous remîmes les clés. Mon petit-fils sera architecte comme il me l'a dit le premier jour où il vous a vu, et il étudiera dans une vraie université. Je n'ai pas pu le donner à sa mère, mais je le lui donnerai. » Je lui répondis la seule chose que l'on pouvait répondre à une telle femme. « Non, Lucie, nous allons le lui donner tous les deux. » Et puis je lui dis ce que je pensais depuis longtemps. Je lui demandai de laisser pour toujours son tablier, de rester avec moi, non pas comme employé, mais comme tante, de venir à la grande table, à la chaise principale, que Mathieu court dans les couloirs où auparavant seuls des pétales brisés avaient roulé. Lucie me regarda longuement, puis dit d'une voix basse et ferme, « Édouard, je serai toujours près de vous, mais cette grande maison n'est pas pour moi. Je suis né dans une petite maison, j'ai vécu dans une petite maison, et quand viendra mon heure de partir, je veux le faire dans une petite maison. Mais je vous promets que nous nous verrons souvent, que les portes de cette petite maison seront toujours ouvertes pour vous et que Mathieu sera votre vrai neveu, même si le sang ne le saura jamais. » J'acceptai sa condition. C'était juste. Certaines femmes n'ont pas besoin de hauts plafonds pour soutenir des vies énormes. Il me fallut plus de temps que prévu pour me sentir à nouveau moi-même. Je dormis mal pendant quelques mois, repassant chaque conversation avec Catherine, me demandant si elle m'avait jamais vraiment aimé, ou si tout avait été une longue pièce de théâtre. La réponse, quand elle arriva, ne vint pas comme je l'avais imaginé. Elle arriva un après-midi comme les autres, alors que je buvais un café dans la cour de la petite maison de Lucie, regardant Mathieu dessiner des plans de bâtiments impossibles sur le sol. Je compris que peu importait si Catherine m'avait aimé au début, au milieu ou à la fin. La seule chose qui importait, c'est que j'avais appris à mieux aimer, que je savais maintenant distinguer l'amour du calcul, la compagnie de la convenance, l'étreinte véritable de l'étreinte simulée. Et je compris quelque chose de plus en regardant cet enfant dessiner. Moi qui, toute ma vie, avais pensé que la plus grande douleur avait été de ne pas pouvoir avoir d'enfant, je compris finalement que la vie m'avait préparé à quelque chose de différent, non pas à être le père d'un enfant qui porterait mon sang, mais à être l'oncle d'un enfant qui porterait mon nom comme un acte de choix. Mathieu commença à m'appeler oncle Édouard, sans que personne ne le lui apprenne. Et je commençais à lui répondre comme si ce mot m'avait attendu toute ma vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande comment une vie s'effondre et comment elle se relève, je raconte l'histoire du jour où je suis rentré tôt à la maison avec un bouquet de roses. Je raconte que les fleurs sont tombées dans l'escalier. Je raconte qu'une humble femme que pendant des mois je n'avais même pas regardé dans les yeux, m'a tenu par le bras et m'a dit « Monsieur,
ne montez pas encore. Je raconte que derrière cette phrase, il y avait 3 décennies de silence. Une sœur morte, une fille perdue, un père coupable, un frère manipulé, une épouse complice, un manipulateur froid et un enfant dessinant des châteaux sur le sol. Je raconte que Lucie Fournier, l'employée invisible de ma maison, fut la seule personne au monde à oser me sauver. Non pas parce que je le méritais, mais parce qu'elle avait décidé il y a longtemps de ne jamais ressembler à ceux qui l'avaient blessée. Et je raconte surtout ce que j'ai appris. J'ai appris que les personnes qui nettoient nos maisons nettoient aussi, sans que nous le sachions, les vieilles blessures que nous traînons. J'ai appris que le nom de famille ne garantit pas la famille et que les vrais liens sont tissés par nos actes. J'ai appris qu'un père peut mourir en portant une énorme culpabilité et tout de même vous laisser une clé dorée en forme de cœur pour que vous répariez ce qu'il n'a pas pu faire. J'ai appris qu'une mère, même morte seule, peut vous protéger d'une seule ligne écrite à la main. J'ai appris qu'un frère qui a appris à haïr peut apprendre à pardonner si quelqu'un a le courage de le regarder avec vérité avant de le juger. Et j'ai appris enfin ce que tant de fois j'avais entendu de Lucie sans comprendre. Toutes les familles sont une blessure. La différence est de savoir qui prend l'aiguille pour les recoudre. Lucie a pris l'aiguille pour nous tous. Elle a recousu une sœur morte avec un neveu vivant. Elle a recousu un orphelin furieux avec la mère qui n'a jamais pu l'embrasser. Elle a recousu un fils naïf avec un père coupable. Elle a recousu 2 frères étrangers qui s'appellent désormais tous les dimanches. Elle a recousu, de ses mains burinées par des années à récurer des sols d'autrui, tout ce que 3 générations de Dubois avaient laissé briser. Et quand je la remercie, elle me répond toujours la même chose avec son demi-sourire. « Édouard, je n'ai rien recousu, je t'ai juste passé l'aiguille. C'est toi qui as recousu. » De temps en temps, je passe par la fleuriste, la roseraie. La même dame au comptoir, encore plus âgée, y travaille toujours. Je lui achète toujours 2 bouquets, un petit, simple pour la petite maison de Lucie, et un autre, encore plus petit, pour déposer sur la tombe de mon père. Sur le bouquet du cimetière, j'écris toujours la même carte. « Papa, enfin ton fils a recousu ce que tu avais laissé en suspens. Nous 2. » Et c'est ainsi qu'une femme qui nettoyait mes sols a fini par nettoyer toute ma vie. C'est ainsi qu'un bouquet de roses tombé dans un escalier m'a rendu la famille que je ne savais même pas avoir. C'est ainsi que le retour anticipé à ma maison un après-midi comme les autres, au lieu de me détruire, m'a rendu à moi-même. Si jamais, cher auditeur, vous sentez que la vie s'effondre autour de vous, souvenez-vous de ceci. Parfois, ce qui semble être la fin de tout n'est que la première porte qui s'ouvre. Et parfois l'ange qui vient vous sauver n'arrive pas vêtu de blanc. Il arrive avec un chiffon à la main, avec un tablier usé, avec des mains fatiguées et avec une phrase simple qui change tout. « Monsieur, ne montez pas encore. » Car en haut se trouve souvent le mensonge que nous connaissons déjà, et en bas, toujours en attente patiente, se trouve la vérité qui nous sauve.